ivoirien Alassane Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles pour son 4e mandat. Et pour mieux comprendre cette décision, nous avons le plaisir d'accueillir M. Abdoul Nyanga, journaliste d'investigateur et spécialiste aux sciences criminelles. M. Nyanga, bonjour. Bonjour, je salue tous ceux qui nous suivent au Mali et au-delà de nos frontières, puisque les frontières temporelles et géographiques n'existent plus grâce à l'essor de l'Internet. Et donc, je salue les populations du monde entier. D'accord, merci bien. Et alors, le président Alassane Ouattara est candidat pour un 4e mandat qu'il justifie par des préoccupations d'ordre sécuritaire et monétaire. Cet argument n'est-il valable? Oui, peut-être vérité en deçà du Pyrénées et peut-être mensonge au-delà. Je partage la préoccupation et les vœux du président Ouattara pour la sécurité, la prospérité et le développement de la Côte d'Ivoire. Nous prions également pour une élection apaisée et pour une Afrique de l'Ouest en paix, en sécurité et dans la prospérité. Mais le président Ouattara avance quelques arguments justificatifs de sa candidature pour un 4e mandat, dont la légalité et la légitimité se discutent entre Ivoiriens. Il pense qu'il est en bonne santé, il pense que la Constitution lui autorise. Tout ça, c'est des questions ivoiro-ivoiriennes. Mais il y a les arguments majeurs qui concernent des citoyens au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, parce que les deux justificatifs majeurs de cette candidature sont d'ordre géopolitique. Il est candidat parce que la menace terroriste grandit dans la sous-région. Il est candidat parce que il y a des questions monétaires sur la table. Ça nous concerne. Dans l'espace UEMOA, il est question, les populations contestent de plus en plus le franc CFA. Donc, le changement de cette monnaie est désormais acté par tout le monde, y compris par la France. Mais pour la France, soutenue par Macky Sall à l'époque et Ouattara, il faut aller vers l'éco, qui n'est autre chose qu'une substitution du franc CFA par le franc CFA sous un masque trompeur d'éco, alors que rien ne change fondamentalement. Pour les souverainistes, c'est-à-dire les pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est clair qu'il faut aller vers une souveraineté monétaire. Ça veut dire que la candidature de Ouattara fait pièce à cette volonté de souveraineté monétaire affichée par ses voisins souverainistes et donc une confrontation directe. Maintenant, qu'en est-il de l'argument sécuritaire avancé par M. Ouattara? La Côte d'Ivoire n'est pas le théâtre d'attaques terroristes majeures, en tout cas dans ces dernières années. Alors, ça veut dire que l'argument sécuritaire avancé par le président Ouattara, c'est-à-dire que le Mali est attaqué, le Mali, le Burkina, le Niger sont des théâtres majeurs d'actions terroristes. Contrairement à la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un théâtre majeur, pour ne pas dire pas du tout pour l'instant un théâtre d'action terroriste. Ça veut dire que l'argument sécuritaire avancé par le président Ouattara est discutable. Nous pouvons en déduire que, en tout cas, potentiellement, il y a une instrumentalisation de la peur. C'est-à-dire faire croire aux populations ivoiriennes qu'une menace existentielle pointe à l'horizon et que Ouattara, vu son expérience, est l'homme qu'il faut pour protéger la Côte d'Ivoire, pour protéger les Ivoiriens. En communication, il y a une théorie qui explique cela qu'on appelle la théorie de l'appel à la peur. Faire croire aux gens qu'une menace pointe à l'horizon, et voici la solution à cela. Et donc, ça provoque une ruée vers la solution proposée. Il y a également la présence des forces internationales sur le territoire ivoirien qui sont hostiles
aux États du Sahel, les voisins de la Côte d'Ivoire, vous voyez, le Mali, le Burkina et le Niger ont tous chassé les Américains et les Français qui sont aujourd'hui accueillis par le président Ouattara. L'AES affiche une souveraineté militaire, politique, diplomatique et même monétaire. Et les obstacles à ce projet souverainiste, c'est les Français et les Américains qui sont accueillis par la Côte d'Ivoire. Donc on a l'impression que la Côte d'Ivoire patauge dans une incohérence géopolitique majeure, dans une logique de confrontation aussi avec ses voisins. D'accord, mais qu'en est-il les enjeux constitutionnels et légitimité du 4e mandat? On parle du 4e mandat alors que le 3e mandat même est problématique. Parce que en 2020, pendant ça, il y a eu beaucoup de controverses autour de sa réélection au 3e mandat, chose qui a d'abord été perçue comme une entorse à l'alternance démocratique. S'il n'y a pas d'alternance démocratique, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie du tout. Ça veut dire que c'est une forme de monarchie, soit absolue, soit constitutionnelle. Je rappelle que dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu une passation de pouvoir. Houphouët est mort au pouvoir, d'autres ont été tués, d'autres ont été renversés. Il n'y a jamais eu de passation pacifique du pouvoir. Il y en a aussi qui pensent qu'on assiste à une présidence à vie de Ouattara. Et ça aussi, c'est une violation de la démocratie, une dérive de la démocratie au pouvoir personnel, la monarchie absolue. Alors, cela, quand même, fait penser que Ouattara procède aujourd'hui, parce qu'un mandat, 2 mandats, la Constitution ne prévoit que 2 mandats, on est déjà au 4e. Ça veut dire qu'il y a une volonté de verrouiller le pouvoir. L'argument constitutionnel est écarté parce que forcément le débat doit être concentré sur la constitutionnalité de cette candidature. Mais en avançant, en mettant en avant l'argument sécuritaire, c'est comme une tentative de remplacer l'argument constitutionnel, la légalité de ce mandat, par un argument sécuritaire qui est d'ailleurs très douteux. Alors, est-ce que les Ivoiriens vont accepter ou pas? Ça, c'est aussi une question ivoirienne. Mais ce qu'il faut noter quand même est une dérive de captation institutionnelle. Si ce n'est pas partagé par une bonne partie de l'opinion, ça peut provoquer des tensions sociales. Et si on ne fait pas attention, les mêmes causes risqueront de produire les mêmes effets, avec même un conflit interne. Pourquoi pas une guerre civile, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Le président Ado a dit, M. Nyang, je cite, le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Fin de citation. Que faut-il en tirer comme enseignement pour les populations de l'AES? Il a totalement raison ici. La parole donnée de bonne foi. Il y a lieu de noter ici la bonne foi. Un président ou un régime peut donner une parole, une promesse de bonne foi. Mais les réalités du pouvoir, les réalités de la gestion des affaires publiques peuvent imposer d'autres impératifs. Et donc, que vaut la meilleure question, que vaut la parole d'un président face aux défis existentiels pour le pays, face aux impératifs de souveraineté, face aux menaces existentielles qui planent sur le pays? Donc, un président qui priorise sa parole donnée au détriment de son devoir de protéger son pays est un traître à la nation. Le président, en tant que chef de l'État, voit ce que les autres ne voient pas, comprend ce que les autres ne voient pas, ce qui fait qu'il y a de ces décisions difficiles qui ne peuvent pas passer dans l'opinion, parce que l'opinion n'est pas imprégnée dans les mêmes réalités que le décideur. Mais la question ne s'arrête pas là. La Côte d'Ivoire, la sécurité et la survie de la Côte d'Ivoire est-elle au-dessus du Mali, du Burkina et du Niger?
Je me rappelle qu'Alassane a imposé des sanctions inhumaines au Mali et au Niger sous prétexte que ces pays n'ont pas honoré leurs engagements vis-à-vis de la CEDEAO. Alors que lui, il sait que face aux défis existentiels, l'engagement donné de bonne foi par une autorité ne vaut pas. Ça veut dire quoi? Nous, en tant que population de l'AES, nous devons comprendre que ce que les autres nous montrent comme recette, comme bénéfique pour notre pays, eux-mêmes ne l'acceptent pas pour leur propre pays d'abord. Ça veut dire que ce n'est pas une solution, ce n'est pas du lait en poudre, mais c'est la poudre d'arsenic, c'est-à-dire le poison. Faisons attention alors. D'accord. Monsieur Nyang, partagez-vous l'avis des observateurs qui pensent qu'Ado veut opérer un positionnement géopolitique ambigu? C'est une très bonne question. Moi, j'invite les gens à méditer. Dire que je reste au pouvoir parce que il y a la menace terroriste dans la sous-région. Alors que la Côte d'Ivoire n'est pas un théâtre d'action terroriste. Ça rejoint un peu ce que le chef d'état-major français qui a été radié récemment avait avancé, Thierry Birkard, quand il disait que la France est en Afrique parce qu'il y a la menace russe. Parce qu'ils ont été chassés des pays concernés, en tout cas impactés par le terrorisme directement. Et ils s'installent aujourd'hui dans un pays où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de défi du terrorisme. Je pense qu'au début de l'allocution du président Ouattara, il s'en glorifie d'ailleurs que la Côte d'Ivoire est en sécurité, en paix, etc. Alors, comment justifier la présence des milliers de soldats étrangers sur son territoire? Il faut vendre l'opinion, l'argument sécuritaire. Donc, le fait de le dire, mon pays est menacé par la menace terroriste qui grandit dans la sous-région, il s'aligne, en tout cas, ça c'est quand même très clair, et le président Ouattara s'aligne directement sur la posture pro-occidentale. Si l'AES est accusé d'être pro-russe, est-ce qu'on peut accuser la Côte d'Ivoire aussi d'être pro-occidentale? Or, cette ligne est directement opposée dans une logique de rivalité et d'hostilité vis-à-vis de ses voisins, pays de l'AES. Donc, c'est une façon de justifier la présence de milliers de soldats français et américains sur son territoire, et il rejoint cette posture pro-occidentale. Le deuxième élément, le fait d'accueillir des forces hostiles, en tout cas au régime militaire du Mali, du Burkina et du Niger, qui ont déjà rompu avec la France et les Américains, qui contestent le franc CFA, qui clament leur souveraineté sur le plan diplomatique, militaire et même sur le plan monétaire. C'est comme si cela place la Côte d'Ivoire dans une opposition frontale directe avec le projet de souveraineté régionale, d'où des tensions diplomatiques récurrentes entre la Côte d'Ivoire et ses voisins du Sahel aujourd'hui. Mais est-ce qu'il s'agit d'une manœuvre politique ou d'une nécessité de la part du président? C'est une question difficile, à la fois très simple aussi. Mais ce qu'il faut d'abord noter, ça c'est un risque de dérive autoritaire. Parce que dire qu'il y a des menaces exogènes qui frappent la Côte d'Ivoire, il fait peur d'abord à la population et il construit un récit de légitimité pour rester au pouvoir. Rester au pouvoir n'est pas sans conséquence parce qu'il va devoir affronter ses adversaires politiques. Or, lui, il perd en crédibilité et en influence, et même en popularité en Côte d'Ivoire. Alors, comment se maintenir dans un tel contexte? Il faut museler l'opposition, d'où une terreur judiciaire contre les opposants qui sont jetés en prison, la brutalité policière qu'on constate également au niveau de la Côte d'Ivoire. On assiste même à une chasse contre les opposants, même dans les pays étrangers, et même certains citoyens d'autres pays voisins commencent à mourir en détention parce qu'ils sont opposés au régime de Ouattara. Donc il faut d'abord noter cette dérive. Deuxièmement, le fait d'accueillir des puissances étrangères qui ont des visées hostiles aux pays frères
et qui sont des voisins d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, ça nous amène à nous interroger sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Parce que forcément, lors de la campagne, cette question sera posée. Que font ces milliers de soldats français et américains en Côte d'Ivoire? Quelle est leur mission? Sur quelle légalité, sur quelle base légale elles sont en Côte d'Ivoire? Ce débat quand même doit être posé. Et ces militaires ne cachent pas leur hostilité aux pays voisins de la Côte d'Ivoire. Leurs officiels l'ont clairement dit qu'il faut utiliser le port et l'aéroport d'Abidjan pour mener des opérations dans la région, c'est-à-dire dans les pays de l'Est, en violation de notre souveraineté. Donc une menace, une velléité d'atteinte à notre sûreté extérieure qui se déroule aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La meilleure question, qu'en est-il de la souveraineté de la Côte d'Ivoire avec la présence de ces soldats injustifiés, en tout cas du point de vue de l'observateur sahélien? Qu'en est-il de cette présence? Ou bien, l'hypothèse secondaire qu'il faut poser, est-ce que la Côte d'Ivoire ne serait pas en train de devenir un instrument au service de ces puissances françaises et américaines dans un jeu géopolitique beaucoup plus large? La question mérite d'être posée quand même. Donc je partage effectivement ceux qui ont cette inquiétude. D'accord, M. Niang, on est à terme de notre interview. Quels sont vos mots de fin? Il faut retenir essentiellement 3 choses de mon intervention. Qu'il n'y a pas d'attaque majeure sur le territoire ivoirien. Ce qui veut dire que l'argument sécuritaire ne tient pas. Deuxièmement, le fait d'accueillir des forces étrangères en conflit d'intérêts avec les pays voisins de la Côte d'Ivoire, qui sont d'ailleurs des souverainistes, cela questionne la neutralité de la Côte d'Ivoire et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Troisième élément, le contexte dans lequel nous sommes, et dans le contexte également du 4e mandat du président Ouattara, indique une stratégie de conservation du pouvoir d'abord. Il veut conserver le pouvoir. Comment il va justifier cela? C'est là où l'argument sécuritaire est convoqué. Et quand on prend également le climat régional en Afrique de l'Ouest, où la légitimité populaire et même également la souveraineté monétaire sont devenus aujourd'hui des enjeux centraux, il y a lieu de constater que ce 4e mandat a été imposé, et non pas par le choix souverain du peuple, mais par une volonté extra-régionale, et ça constitue également une menace, sinon un défi pour l'Alliance des États du Sahel. Donc il faut vraiment qu'on ait une vision lucide par rapport à cette question, et même les défilés militaires dans le cadre de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, selon certaines informations, qui se déplacent à la frontière du Mali, à Bouaké, s'inscrit peut-être dans cette logique. Il faudra être attentif également au mouvement des troupes et des matériels militaires vers cette région frontalière du Mali. Voilà, mesdames et messieurs, on est à terme de notre interview. Je vous rappelle qu'on parlerait de la décision du président ivoirien Alassane Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles pour son 4e mandat. Comme invité, nous avons M. Abdoul Niang, journaliste d'investigateur et spécialiste aux sciences criminelles. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.